Donc on essaie de garder de la bienveillance impitoyable, j'appelle ça comme ça, c'est la bienveillance qui dit en fait on est bienveillant avec les personnes et on essaye d'être impitoyable par contre quand on ne croit pas aux hypothèses, quand on ne croit pas au business. Bonjour à tous, bienvenue dans Inside Startinov. Je suis Alexino, le programme manager de Startinov, l'accélérateur du réseau SPN. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin à mes côtés 3 acteurs de l'accélération Startinov, Philippe, Romain et Julien. Je vous laisse vous présenter succinctement, s'il vous plaît. Vas-y. Julien. Ok. Moi, je m'appelle Julien, je suis le cofondateur de Seven Shapes. On fait du jeu vidéo pédagogique serious game sur l'industrie du futur, à destination des grands groupes, des écoles et des consultants. Donc moi, Romain, je suis cofondateur de MrBot, donc on est spécialisé dans le développement et la conception de chatbots, petits agents conversationnels qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et les sites internet de nos clients. Et dans le cadre de Startinov, on est en train de lancer une offre spécialisée dédiée aux collectivités pour aider les visiteurs des sites et des villes à bien trier leurs déchets et à diminuer leurs déchets. Alors, merci Romain de le rappeler. Effectivement, tu fais partie de cette saison de Startinov Academy, accélération en cours. Julien, tu as été accéléré lors de la saison 2, l'année dernière, Startinov. Ouais. Et Philippe. Donc bonjour, donc moi je suis Philippe Loubopin, je travaille chez MAF Assurance et mon métier c'est d'accompagner des projets d'intrapreneuriat depuis 4 ans. Et puis là j'interviens parce que je suis l'un des parrains de French AssureTech, donc depuis l'année dernière j'ai découvert l'accélération des startups. Merci Philippe, mais également est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous présenter, nous préciser ce qu'est French AssureTech, l'accélérateur de l'assurance à Niort? Alors French AssureTech, c'est né effectivement l'année dernière d'une association des mutuelles niortaises, donc la MAF, la MAIF, la Massif, Groupama, IMA, et puis sous l'impulsion en fait de la CAN, la communauté d'agglomération de Niort, mais également du MEDEF. Donc cette association en fait a lancé un premier accélérateur qui s'appelle la French AssureTech, pour innover en fait dans le milieu de l'assurance, donc comment s'appuyer sur des startups pour inventer des nouveaux services, notamment dans l'assurance. Basé à Niort. Basé à Niort, tout à fait. Avant de commencer l'émission, je souhaiterais juste souhaiter un bon anniversaire à Julien. Merci. Qui vient d'avoir 22 ans. Ouais, 22, 23. Bon, bienvenue à tous les 3 dans ce nouveau format d'émission que Startinov a mis en place avec les accélérés. Alors pourquoi une émission ? Déjà, on peut se demander pourquoi une émission, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va raconter ? On a tout simplement cherché le meilleur moyen pour raconter la vie de l'accélération. Et vous savez tous les deux, mais toi aussi avec la saison 1 de French AssureTech, qu'une accélération c'est dense, c'est riche, il se passe énormément de choses. On veut aussi partager le contenu, les méthodologies, ce qui s'y passe, et puis les anecdotes. Parce que faut pas se tromper, on rigole beaucoup, c'est intense. Donc quel est le meilleur média pour partager tout ça ? La vidéo, mais pas la vidéo institutionnelle. On a essayé d'éviter ce format, la vidéo où on va pouvoir raconter, échanger, dialoguer, partager. Voilà, donc Inside Startinov, ça va être 14 émissions. La première aujourd'hui, va raconter comment une accélération sur le territoire ex-Poitou-Charentes, avec 2 accélérateurs différents mais complémentaires, avec une thématique à chaque fois abordée. Donc on va parler de MVP, on va parler de business plan, on va parler également des étapes de l'accélération Startinov, à chaque fois avec des invités différents. Avec bien entendu des accélérés de la saison en cours comme Romain, des saisons passées comme Julien, et puis des partenaires, les amis, les sponsors, les experts de l'accélération et puis les adhérents du SPN. Voilà, c'est notre première. Du coup, merci à vous 3 pour ce premier plongeon avec moi, puisque on va essayer de faire ça de manière fun, mais en même temps sensible. Alors, Startinov, c'est le programme d'accélération de start-up du numérique conçu et mené par le SPN sur le territoire de l'ancienne région Poitou-Charentes, à Niort, à Angoulême, à La Rochelle et à Poitiers bien entendu, mais un accélérateur de start-up. Alors start-up, on en parle beaucoup, moi j'aimerais tout de suite qu'on se mette d'accord, c'est quoi une start-up ?
Et puis on va clarifier ça pour les 14 émissions. Qu'est-ce que ça veut dire une start-up? Philippe, est-ce que je peux avoir ton avis s'il te plaît? Allez, hop, directement. Dessine-moi une startup. Donc moi j'ai découvert effectivement l'univers des startups l'année dernière et pour moi ça me fait penser à une fable de La Fontaine. Au début j'imaginais qu'une startup c'était un lièvre et je me suis rendu compte qu'une startup c'est plutôt une tortue en fait. Une startup ça va pas aussi vite que ce que je croyais. Et la startup en fait pourquoi elle va pas vite? Parce qu'elle passe son temps finalement à chercher son business model. Donc en fait, c'est la petite tortue qui cherche à trouver ses feuilles de salade, mais elle ne sait pas trop où les trouver, dans quel jardin. Et donc, vu de grands groupes dont je fais partie, moi j'imaginais qu'au départ c'était hyper simple, qu'il suffisait de dérouler et puis d'aller chercher finalement le business qu'il suffisait de récolter. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment la fable de La Fontaine, plus proche de la tortue que du lièvre. Voilà. Donc l'accélération, c'est de faire monter justement la tortue sur un skateboard pour essayer de lui donner quelques impulsions vers les bonnes salades. Alors c'est joli cette image de petite tortue, de petit lièvre, comparé au petit lièvre. Si on essaye de lui donner des critères à la définition d'une start-up par opposition ou presque par complémentarité à une entreprise conventionnelle, tu sais ce qu'on retient souvent de la start-up, c'est ce marché avec une croissance exponentielle, hein, cette courbe, hein, ce start et up, d'où le nom. Et puis, si on se souvient aussi de la venue de The Family à New York Numérique il y a 2 ans, notre interlocuteur il avait ajouté 2 critères qui m'avaient semblé très importants et qu'on partage au sein du SPN, et je sais qu'au sein de French Assure Tech vous partagez aussi cette définition. La première complémentaire, c'est une expérience utilisateur mémorable, unique. Quelque chose qui fait que l'utilisateur de votre service, il va revenir parce qu'il va être appâté, il va trouver... Ouais, c'est ça, il va kiffer. Voilà, il va kiffer. Et puis, pour permettre ça, le troisième critère d'une définition d'une start-up, c'est la mesure systématique permanente de l'utilisation du service par l'utilisateur. Analytics, quoi. L'analytics, ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Julien, tu nous en diras peut-être 2 mots petit peu juste après. Donc, les 3 critères. Hein, voilà. Et si on prend l'exemple de Netflix, c'est ça. Alors, le premier critère, l'utilisation, le nombre d'utilisateurs plutôt en croissance, c'est un truc de fou, bien entendu, sur tout le globe. Exponentiel. Voilà. Une expérience... aux petits oignons. Ça pourrait être mieux quand même. Plus besoin d'aller chercher des torrents et puis voilà, ça pourrait être mieux. Ça peut toujours être mieux. Non, mais bien et sûr, puis non, Netflix qui sait top. précisément ce qu'on regarde, où est-ce qu'on le regarde, comment est-ce qu'on le regarde, si on est un binge-watcher ou si on... Voilà. Donc voilà. Donc là, les 3 critères. Est-ce que vous, start-up du territoire, comment est-ce que vous vous reconnaissez dans ces 3 critères? Julien, tu me parles d'analytics. Je sens que ça te parle. Ouais, moi j'ai les analytics, mais il y a aussi le fait que, par exemple, tu vois, moi je viens du service et on vendait des heures en fait, des heures hommes. Donc plus tu veux faire de chiffre d'affaires, plus tu vends d'heures hommes. Pas très start-up, quoi. Donc c'est pas très start-up, ouais, c'est ça. Et donc du coup, là, moi, si je dois rentrer 100 personnes ou 1000 ou 10 000 personnes, j'ai quasiment la même infrastructure, people, serveur, etc. Donc c'est là où moi je peux scaler, faire l'exponentiel beaucoup plus facilement sans avoir à sortir du cash ou à embaucher énormément de personnes. Donc moi je peux passer des crans, là on a 2000 par exemple, 2000 utilisateurs, on peut passer à 10 voire 50 000 en rajoutant 2 ou 3 personnes de l'équipe. Aujourd'hui on est 8 quoi en gros. Donc du coup ça veut dire que je peux faire x100 avec juste x2 sur mon équipe quoi en gros. Donc ça c'est vraiment le premier thème. Ensuite les analytics, typiquement on apprend énormément de choses. Tu vois là on vient de voir que 25% de nos vues, démos et utilisations venaient des États-Unis et du Canada. Ce qui n'était pas possible en fait de voir, je sais pas moi il y a 50 ans, tu pouvais pas voir que les gens pouvaient utiliser ou acheter le produit, c'était très compliqué. Aujourd'hui tu peux toujours voir, ce qui nous a fait pivoter tout de suite sur de l'anglais, sur des langues, sur du déploiement, et on a vu que du coup le marché pouvait être ailleurs aussi quoi. Ouais, donc un enseignement systématique de la mesure. Ouais. Plus après toutes les analytics d'utilisation du jeu, là c'est plus bizdev, commercial, et dès qu'on est sur l'utilisation du jeu, on peut aller encore plus loin, voir qui clique où, tout ce qui va être relance client, tout ce qui tourne autour des CRM, qui ouvre quoi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, etc. C'est vraiment super intéressant, puis tu gardes toujours un peu le lien avec le client comme ça. C'est même les clients qui nous demandent, nous on aimerait bien savoir ce que vous allez mettre à jour, ce que vous avez fait ou ce que vous deviez faire que vous n'avez pas fait. Et typiquement une petite newsletter, ça va hyper vite. Et puis là, les gens sont vraiment dans la startup en fait. Le client, il est avec toi dans ton équipe en fait.
C'est ça aussi le gros intérêt, quoi. La grosse différence par rapport à une grande entreprise où, par la taille, le client il se met un peu plus loin. On est un peu plus loin du client. Je viens de grands groupes aussi, donc je connais bien. Et voilà. Et tu vois, le dernier critère que je verrais, c'est que ce que je donne aussi, c'est qu'en mode startup, on a la dalle à mort et on n'a pas d'argent, quoi. Et donc, quand le fait de ne pas avoir d'argent, c'est obligatoirement, tu es créatif, tu trouves des business models, tu trouves des choses pour vendre très vite, pour rentrer un peu de chiffre d'affaires et attirer ça, quoi. Donc, le manque d'argent, c'est le 4e critère pour C'est le toi. 4e critère, Ouais, d'accord. Ouais, carrément. Bon, on l'accepte. Tu as parlé de scale, tu as parlé de pivot. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Le scale, c'est effectivement que ton chiffre d'affaires monte de façon exponentielle La courbe et comme pas ça. linéaire. Voilà. Et le pivot, c'est quand tu changes quelque chose d'assez fondamental dans ton business model, dans ton modèle commercial ou dans ton produit. Donc tu fais un pivot. Donc soit on persévère, soit on fait un pivot, on change en fait. Voilà. C'est ce que on a expliqué là sur la partie. On cherche toujours. On cherche la petite son feuille de chemin. salade. Exactement. La tortue qui va suivre le meilleur chemin pour trouver sa salade, quoi. Ouais, exactement. Ok. C'est ça. Romain, toi, les 3 critères. Alors, Le premier, la courbe, ouais. déjà. Est-ce Alors, que tu partages? Du coup, complètement, et c'est aussi pour ça que j'ai intégré Startinov, parce qu'avec MrBot, on a un format agence, et comme disait Julien, on a exactement le même problème. Si demain on veut vendre ou livrer 10 bots par mois, 10 chatbots par mois, il faut recruter une armée de développeurs, d'ingénieurs qui vont pouvoir les produire. Et donc là, on n'est pas du tout dans un modèle scalable. C'est pour ça qu'on a voulu travailler sur un autre modèle, donc c'est pas tout à fait un pivot parce qu'on est en train de lancer une autre solution, mais on garde quand même ce format agence qui aujourd'hui nous permet d'avoir plein de projets différents, d'apprendre, d'avoir une vraie expertise et aussi accessoirement de vivre, quoi. Donc de bootstrapper. De bootstrapper, exactement. Et c'est pour ça qu'on est en train de lancer une nouvelle offre, donc Trizy, donc c'est sur cette offre qu'on est accompagné par Startinov. Et là, pour le coup, c'est vraiment une offre scalable parce que c'est une plateforme où les villes peuvent s'inscrire, créer un compte, créer leur chatbot et le déployer sur leur site internet sans passer par nous. Donc exactement comme tu disais, c'est à peu près la même infra qu'on ait 20, 1000 ou 10 000 clients, à part un upgrade du serveur, un peu plus de monde, mais c'est pas du tout, c'est pas linéaire. C'est quoi. pas proportionnel exactement. au nombre d'utilisateurs. Donc là, pour le coup, avec ce modèle-là, on s'y retrouve complètement. Sur les metrics, donc là, l'offre, elle est à peine lancée, mais on voit déjà à quel point c'est important de tout traquer. On regarde les pages qui sont les plus consultées sur l'appli, les exports qui sont générés. Enfin, on traque vraiment tout ce qui se passe. Et comme tu disais, aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir faire ça techniquement et assez facilement. Et donc ça, c'est super important pour faire évoluer le produit, pour des relances clients, pour toujours être là au bon moment et être pertinent dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients. Donc je pense que maintenant, on peut dire qu'on est vraiment une start-up au sens... Les 3 critères qu'on a Ouais, exactement. Le 4e, la dalle. Ouais, ça je pense qu'on l'a tous. Ouais, mais ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais c'est un super moteur en fait. Surtout quand tu crois à ton idée et tu sais que tu as besoin d'enclencher le truc et qu'il te faut du cash pour faire ça, c'est un moteur supplémentaire pour te dire je vais tout faire pour trouver ce cash, pour lancer l'idée et enclencher la machine, quoi. Donc ça, je vais. Ouais, t'attends moins en fait, tu lances tout de suite, quoi. Ouais, exactement. Philippe? Oui, juste en tout cas sur les critères d'industrialisation, je pense qu'effectivement c'est bien ce qui caractérise la start-up, mais également peut-être la notion de temporaire. Parce que tout à l'heure tu parlais de Netflix. En fait, on est start-up au début, mais une fois qu'on a trouvé son modèle business, après, est-ce que Netflix est encore une start-up? C'est ce qu'on appelle une scale-up maintenant. Voilà, et c'est de dire, effectivement, à partir du moment où tu as trouvé tes feuilles de salade, ou à partir du moment où tu as trouvé finalement ton business model, je pense que tu organises ensuite ton entreprise de manière à rentabiliser un maximum ton business model, mais ça va que tu cherches beaucoup moins. Donc pour moi, la notion temporaire également est Et tu as raison de rebondir là-dessus, Philippe, parce que nous, en tant qu'accélérateur, notre rôle, c'est de les challenger, ces porteurs de projets, ces créateurs d'entreprises, c'est de les challenger à chaque fois pour que on puisse vérifier que ces 3 critères sont entendus, sont respectés. Donc voilà, en tant qu'accélérateur, notre rôle, c'est vraiment d'être dans l'apport méthodologique pour que vous ayez toujours les 3 critères en tête dans votre relation à votre startup, à votre produit, à vos utilisateurs. Mais sur le pourquoi d'un accélérateur spécifique à Niort, moi j'aimerais, Philippe, que tu nous dises qu'est-ce qui a été l'impulsion, pourquoi les mutuelles se sont regroupées en créant French InsurTech. Alors, au départ, cette impulsion, je pense, ça part d'un constat, c'est que nous, on est des grands groupes, on n'est plus des startups, même si par le passé, nos aînés ont créé ces entreprises, il y a donc en général le siècle dernier. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez difficile justement en interne de pouvoir créer des services assez innovants avec une expérience utilisateur fantastique.
Et c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne devrait pas s'appuyer sur des startups externes qui vont justement, elles, avoir cette agilité, ce dont on parlait tout à l'heure, qui ont la dalle, qui ont un peu aussi d'inconscience, hein, une forme de créativité et puis de joie d'entreprendre. Et finalement de nous unir, nous, mutuelle historique, qui est basée sur un principe de solidarité. Au départ, les mutuelles, c'est un principe de solidarité entre personnes pour aller créer, pour aller inventer l'assurance. Et ben là, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ce cercle de solidarité en s'appuyant finalement sur des acteurs partenaires, des petits, qui pourront nous aider à créer ces services qu'on a du mal aujourd'hui à faire produire avec nos services internes, que ce soit les services marketing, les services informatiques, parce qu'on est dans des processus quand même assez lourds et c'est assez difficile de venir bousculer nos modèles installés. Donc aller chercher l'innovation, la force d'innovation là où elle est, parmi les startups. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'on est complémentaires sur cet aspect French AssureTech et le SPN, parce que nous, le SPN, on est un réseau d'entreprises. Donc un réseau de 200 entreprises sur le territoire de l'ancienne région Poitou-Charentes. Et souvent, on avait des entrepreneurs qui venaient nous voir et qui nous disaient j'arrive pas à vendre, mon produit, voilà, j'ai cramé tous mes économies, j'ai plus de temps, j'ai passé trop d'énergie. Et puis quand on essayait de regarder le pourquoi, on voyait bien que y avait des étapes qui avaient été brûlées. Donc, c'est trop tard. Et c'est souvent trop tard, mais grave, t'as raison, c'est souvent trop tard. Ouais. Et nous, du coup, on arrivait, on peut plus faire grand-chose. On constate, mais on voit ce qui s'est passé. On trouvait des pansements, mais c'est pas idéal, quoi. Et c'est vrai que Lisa Harel, la directrice du SPN, a conçu le premier accélérateur de start-up sur l'ancienne région Poitou-Charentes, avec cet objectif d'accompagner les entrepreneurs dès le début pour éviter de brûler les étapes penser les trois objectifs, hein, vous les connaissez, je vous ai rabâché quand vous étiez en accélération, bien penser, bien concevoir, bien vendre, et toute l'accélération de Startinov tourne vraiment autour de cet objectif de sécuriser le parcours professionnel de l'entrepreneur, de lever les risques. Voilà, parce que Startinov, c'est certes accompagner vers la réussite du projet, c'est aussi un parcours pédagogique pour les entrepreneurs. C'est la nouvelle forme de l'accompagnement, quoi. Donc c'est vrai qu'on est très très fiers de ça. Et peut-être une question là-dessus, est-ce que vous pourriez nous citer tous les deux une erreur que Startinov vous a permis d'éviter ? Moi je commence. Vas-y. Ouais, je pense l'erreur c'était de rester peut-être trop tout seul. Et en se disant c'est ma start-up, je sais où je veux aller, j'ai pas forcément besoin de m'entourer, je vais avant tout chercher des clients. Et finalement c'est une erreur. Du coup on s'en rend compte au fil de l'eau quand on commence à s'entourer des bonnes personnes. Et des clients, oui il en faut pour vivre, mais si on n'est pas bien accompagné, on va sûrement mal aller les voir, pas avec la bonne offre, pas avec la bonne approche. Et du coup on va dans le mur. Et c'est justement en se dégageant de ça, t'es bien placé pour le savoir, je manque toujours de temps et on veut toujours optimiser, dire ça, qu'est-ce que ça va m'apporter tout de suite, si c'est pas un client, j'y vais pas. Et en fait, ça, c'est une erreur. Souvent, on fait des choses, on va voir des partenaires, on va voir des gens qui peuvent nous aider, nous accompagner. Et ça, c'est ultra important si on veut se développer, si on veut grandir, si on veut aussi se challenger, avoir plein de retours. Et en fait, rester tout seul, je pense que c'est la pire erreur à faire quand on veut se lancer et quand on veut se développer, quoi. Donc la force du collectif. Ouais, clairement. Aller chercher les compétences là où elles sont. Ouais, les compétences, le réseau, le soutien, enfin tout en fait. Et on voit qu'en fait c'est un échange mutuel. En fait, tu m'apportes, je vais t'apporter demain, c'est ça tout le temps avec tout le monde et sur tous les sujets. Sur plein de thèmes. Ah ouais, c'est clair. Et toi, Julien ? Moi, c'était vraiment sur le fond. C'était vraiment sur le pitch en fait, sur pourquoi en fait je faisais ça. J'avais tendance à vendre mon produit plutôt, je me présentais comme expert, lead, etc. Mais finalement, je le faisais pour autre chose. Et c'était tout ce travail sur les pitchs, sur pourquoi tu fais ça. Enfin, vraiment, au niveau de tes tripes, quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi. On dit le why. Ouais, voilà, le why, le vrai why, quoi. J'étais plus dans le what. Le pourquoi. Voilà, j'étais plus dans le comment et comment je vais y aller, plus dans le pourquoi je le fais vraiment, en fait. Qu'est-ce qui fait que tous les matins je me lève et que j'ai envie de faire ça. Donc c'est vraiment ça en fait quoi. C'est arrivé un peu au milieu de l'accélération en fait, et ça a remis en cause beaucoup de choses derrière sur mon business model, sur plein de choses qui ensuite a découlé quoi derrière. Donc ouais, ça c'était surtout ça, c'est vraiment sur le fond en fait. Bon, super, merci pour ces deux témoignages. Ça illustre bien vraiment ce que Startinov peut apporter, c'est cool. Mais du coup, j'aimerais qu'on aborde comment ça se passe Startinov, comment ça se passe une accélération. Et peut-être que Philippe, toi, avec ton regard French AssureTech, tu peux nous dire quels sont les jalons importants d'une accélération.
Alors pour nous, les jalons importants d'accélération, c'est déjà avant. C'est avant que la saison démarre. Ça, c'est ce que ne voient pas forcément les startups. Mais les enseignements qu'on a tirés, par exemple, nous, de la saison 1, c'est que si en interne, on ne prépare pas suffisamment avec nos propres métiers, on va avoir du mal à accélérer. Parce que dans des groupes comme les nôtres, ça veut dire qu'il faut être capable d'embarquer le marketing, les produits, en tout cas les acteurs qui vont permettre réellement à la startup d'accélérer. Donc ça, pour moi, c'est une étape super importante. Et par exemple, cette année, concrètement, ça veut dire qu'avant de faire l'appel aux startups, l'appel à projet, on a pu embarquer des métiers, travailler avec eux sur quelles pourraient être des thématiques intéressantes, où est-ce qu'on a des cailloux dans la chaussure dans nos grands groupes, pour qu'on arrive au moins avec des thématiques qui permettent déjà de faire des appels à projets plus orientés, de sélectionner des startups qui sont dans ces thématiques-là, et donc finalement de ne pas être juste nous des interlocuteurs des grands groupes, mais d'avoir derrière nous déjà des personnes qui sont dans les starting blocks. Voilà. Super. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et le deuxième jalon qui me semble hyper important également, c'est au moment où on va faire connaissance. Pour moi, l'innovation, elle est d'abord humaine, et le programme d'accélération, en fait, c'est vraiment comment la mayonnaise va prendre entre une start-up qui arrive, qui a envie de bouffer, qui est super pressé, et puis finalement des coachs qui vont être là ou des parrains qui vont être là, plus installés. Et donc en fait, on sent qu'au début, les premiers workshops, nous on a des workshops à peu près une fois par mois, et ces workshops sont ultra importants, d'abord pour se connaître, pour bien comprendre les intérêts de l'accélérateur, et notamment là, des mutuelles qui sont là, mais également des startups. L'idée, c'est de partager. Ensuite, on a des ateliers, nous, là par exemple, la start-up qu'on va accompagner cette année, on a déjà eu une rencontre avec nos propres métiers en interne, justement pour trouver assez rapidement des cas d'usage gagnant-gagnant. C'est finalement quel va être alors pas forcément le pivot, mais en tout cas l'endroit où on va pouvoir se retrouver, sur lequel on va pouvoir accélérer ensemble. Et faire un premier test, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce qui est crucial. Et puis après, en tout cas pour nous, une des disciplines qu'on s'adjoint, en tout cas sur lesquelles on s'astreint, c'est d'être présent. C'est-à-dire que l'accélération, ça dure 9 mois. Pendant les 9 mois, il ne s'agit pas d'être juste là au début, c'est super important, mais ensuite, c'est de garder ce cap. Et puis, un des mots qui me vient, c'est bienveillance. Alors, moi, je fais beaucoup de méditation, mais en tout cas, c'est de rester super bienveillant avec les hommes, parce que le métier de start-upper, c'est super difficile. Donc on essaie de garder de la bienveillance impitoyable, j'appelle ça comme ça, c'est la bienveillance qui dit en fait on est bienveillant avec les personnes, et on essaye d'être impitoyable par contre quand on ne croit pas aux hypothèses, quand on ne croit pas au business. Voilà. C'est un très bon terme, la bienveillance impitoyable. Je pense que je vais le garder. Je crois qu'ils seront assez d'accord avec ça. T'es déjà comme ça. C'est clair. C'est bien. Et alors je retiens quelque chose d'important dans ce que tu as dit, et ça me fait penser à quelque chose que Florian, chez vous, avait évoqué, c'est la confiance. C'est ça. C'est la confiance entre les mentors, les experts, enfin toute la team qui va accélérer, et puis les accélérer. C'est hyper important, je crois, d'avoir ce lien où on se dit les choses. Ça se traduit par de la bienveillance impitoyable, mais on est là pour vous accompagner, pour vous challenger, vous êtes là pour tout donner. Il faut que ça se ressente. Comme tu dis, Philippe, c'est important les premiers workshops, parce que c'est là où on va apprendre à faire connaissance, et justement c'est là que la confiance s'installe. Et comme tu dis, après on ouvre les vannes. Et au début on est en mode on vend son truc, et avec vous il y a une phase de sélection et tout, donc on vend notre solution, on est sûr de soi. Et après une fois qu'on intègre, au fur et à mesure, il n'y a plus de barrière. On brise la glace et on dit clairement là j'ai un problème là ça va pas, ça non plus, aide-moi quoi. Et c'est vrai que moi je me souviens, le point de vue c'était no bullshit quoi, donc c'est pas de blabla, si c'est de la merde que tu fais on le dit, ou si c'est génial on le dit, et si on peut se conseiller on se conseille. Et ça c'est super important, parce que de toute façon faut pas être dans le paraître quoi, ou d'être dans le oui c'est génial et en fait c'est pas génial, ça marche pas, on le voit bien. Et c'est là où aussi moi j'aime bien le côté analytics quoi, c'est un peu le bienveillant, mais il y a quand même le terrain qui montre que c'est génial, sauf que tes analytics sont super mauvaises, donc du coup où tes chiffres sont pas bons, ou ça va pas, ou on n'a pas objectivé le truc. Et ça c'est hyper important aussi, je sais que ça c'est quand même une grosse partie de Startinov, tout ce qui touche au business plan financier, analytics, tous les indicateurs qu'il faut mettre en place. Ça c'est un truc qu'on fait pas au début, on est plus dans le mode créatif, on se laisse guider un peu par ce qu'on voit, par son instinct. Mais derrière, il y a quand même des comptes en banque, il y a un business plan, il y a des gens aussi, donc l'argent arrive tout de suite vite quoi en fait quoi. Donc faut tout de suite prendre en main ce truc là.
et puis se dire bah voilà, ça fait partie de l'équation quoi. Donc si on la gère pas, on gère pas la boîte. Faut être pragmatique à un moment. Ouais, faut être hyper pragmatique, ouais, exactement, c'est ça. Bon, ça, on l'aborde dès le bootcamp. Ouais, c'est clair. direct. Ah, ça, on rentre bootcamp, dedans. Ouais. Pour resituer, le bootcamp, c'est les premiers jours. Donc, on est enfermé, toutes les startups, l'entrepreneur en résidence, le programme manager. On est enfermé pendant 4 jours et on balaye tout. Voilà comment ça va se passer. On met tout à plat, tous ensemble, on se dit les choses, on se rencontre. Ouais, Déjà, on fait connaissance. On crée la confiance à ce moment-là. Voilà, on y va. C'est parti clair. pour 3 mois. Alors, tu l'as évoqué, 3 mois, enfin nous 3 à 4 mois, l'accélération. Vous, c'est 9. Oui. Vous, c'est 9. Nous, on a un rythme de workshop un peu plus dense que vous. C'est 1 par semaine ou 1 toutes les 2 semaines. Voilà, on articule de l'accompagnement collectif, cette notion de workshop, et puis on articule de l'accompagnement individuel. Alors pour revenir sur ces workshops, effectivement, Julien t'en a parlé, quel est celui qui vous a le plus marqué ? Moi, il y en a 2, mais surtout un, c'était sur le pitch, vraiment sur le pourquoi en fait je fais ça, quoi. Qu'est-ce qui me fait lever le matin, qu'est-ce qui me prend au trip en fait. Donc ça, c'est un workshop qu'on a fait avec Benoît Dujardin. Du jardin de Momentum Production, qui est derrière la caméra. Exactement, voilà. C'est ça. Donc je fais pas ça facile là. Mais voilà, c'était vraiment en mode on se laisse aller, on se dit pourquoi on fait ça, il est allé creuser un petit peu le pourquoi tu fais ça, et vraiment qu'est-ce qui te travaille, jusqu'à même... Il va fouiller dans les tripes. Exact, il va fouiller, il y a même eu quelques pleurs et tout, donc c'était super intéressant parce que du coup on voyait bien que ça nous travaille, quoi. Je veux dire, on fait pas ça pour se faire plaisir, quoi. Pas que. Et pas que, quoi, alors on se fait un peu du mal. Mais voilà, ça c'était super intéressant. Puis ensuite, après, le deuxième, c'est un peu en lien, donc c'est vraiment sur le fond en fait, sur pourquoi je fais ça, sur le why, quoi. Et après, le deuxième, c'était sur le pitch, vraiment, sur comment je fais pour raccourcir mon pitch. Avec Michel Brual. Avec Michel, exactement. De Local Group. Exactement, qui nous a appris en fait à essayer de condenser ces phrases et d'un pitch de 25 minutes, comment faire un pitch de 5 minutes encore plus efficace que celui de 25, beaucoup plus efficace d'ailleurs même, et travailler par petits steps comme ça en mode snacking. On va venir dire une petite phrase, la présenter, revenir, retravailler sur une petite phrase, et à la fin on met toutes ces phrases bout à bout, puis on a un pitch de 5 minutes, quoi. C'est magique presque. Donc toute une méthode en fait pour que je réutilise constamment. Aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui. Ouais, exactement, ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Et toi, Romain, le pitch qui t'a le plus marqué ? Le workshop, peut-être, tu voulais dire. Ah ouais, mais oui, mais bien sûr. Et sinon, le pitch qui t'a le plus marqué, c'est pas celui de Julien ? Oui, c'est celui de Julien, évidemment. Jamais. Suite à son workshop sur le pitch, voilà. Une leçon, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, et sinon, le vrai workshop qui t'a le plus marqué ? Donc, on les a pas encore tous terminés, nous, dans la promo actuelle, mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Léo Auboin sur le gros hacking. Donc c'était un workshop où il nous mettait toutes les techniques un peu de gros hacking, et c'est vrai que c'est des choses... Alors attends, je te coupe, c'est quoi le growth hacking ? Ah l'enfoiré. La rédaction me demande d'expliquer ce qu'est le growth hacking. Alors, terme anglo-saxon. Du coup, le growth hacking, c'est comment hacker sa croissance, la croissance de son projet, de sa startup. Ouais, exactement. Et donc c'est l'articulation des différents outils de stratégie web marketing qu'on va pouvoir mettre en œuvre, d'ailleurs pas que web marketing, non. Je dis ça, mais c'est pas que street marketing, des fois voilà. Ça peut être tout. Qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour aller chercher le plus d'utilisateurs possible au moindre coût, vraiment limiter les coûts de dépenses pour aller chercher ces utilisateurs. Et alors, la deuxième annonce de la rédaction, on me demande de préciser un exemple que Romain connaît. Ouais, d'ailleurs, c'est Léo qui nous en a parlé lors du workshop en intro. C'était l'exemple de Hotmail, qui est un super exemple de gros hacking. C'est un peu comment initier le truc. C'est donc Hotmail, tout le monde connaît, c'est un service de webmail. Mais de ça, il y a 15-20 ans, même plus, je crois, quand ils se lançaient, ils étaient beaucoup moins connus. Et en fait, la technique qu'ils ont mis en place, ils ont rajouté automatiquement en bas de tous les mails que leurs clients envoyaient. Ce mail a été envoyé gratuitement par Hotmail. Et PS I love you. C'est ça le petit truc qui a déclenché. Et dans tous les mails envoyés par leurs clients, et finalement ça attire l'œil, ce PS I love you et tout. Ouais. Et c'est ça qui a enclenché la machine. Tout le monde a cliqué, et tous les gens qui recevaient des mails avec ce petit PS I love you, ils ont cliqué dessus et ils ont créé un compte. Et comme ça fait effet boule de neige, et ça a explosé, et ça leur a rien coûté. Juste l'idée est rajouter le petit PS I love you. Apple aussi, quand t'envoyais un mail, c'était envoyé de mon iPhone, c'était les premiers à avoir fait ça. Et c'est vrai que tu dis, tiens, pourquoi
il se la pète lui. En fait, Mais non, tout c'était le monde vraiment le fait. automatiquement. Et tout le monde le fait. On voyait Et des ben, Samsung. ça justement c'est la limite du gros hacking, c'est à Ouais. partir du moment Ouais, où tout voilà. le monde le fait, C'est vrai, Alors, là les c'est gars, plus du gros hacking On va parce parler du que growth hacking pendant Ouais. une émission Ouais. dédiée avec Léo, donc Très bien. on va pas la faire en Très avant. bien. je t'avais Merci. dit ça m'a Je vois l'enthousiasme. Ça t'a marqué. Tu dois te faire virer du plateau. Tu peux sortir s'il te plaît. Vous êtes le maillon faible, dégagez. Bon. Philippe, l'année dernière, en tant que French Insurtech, vous avez suivi, vous, MAF, Ouais. une start-up en particulier. Oui. Est-ce que tu sais s'il y a un workshop qui les a le plus marqués Ouais. Oui, tu sais. Oui, ouais. j'en ai un. Alors, effectivement, nous, on a suivi, notamment, on était les parrains de Testamento. Donc, Testamento, c'est l'une des startups qui était déjà bien installée. Elles avaient déjà des clients. Et l'un des workshops, c'était au mois de juillet l'année dernière. Et on s'est retrouvés, en fait, ensemble, parrains et donc startup. Et eux, en fait, ils étaient en train de faire une levée de fonds. Ils étaient dans la fameuse vallée de la mort. Et ils étaient là, en train de... Leur objectif à eux, c'était de venir chercher de l'argent et de venir chercher des levées de fonds. Et cet atelier-là, en fait, eux, ils venaient pour ça. Alors que nous, en fait, parrains, on n'avait pas du tout d'argent à mettre sur la table. On était là pour leur proposer une étude avec des clients, en écrivant finalement une base de clients installée. Voilà. Et donc, quand je dis que ça a été marquant, c'est que ça a vraiment montré en fait la différence d'attente à ce moment-là, sur lesquels nous on n'avait pas de baguette magique, hein, on pouvait pas prendre de participation dans cette boîte-là, et eux on était en attente. Donc clairement, Virgile, qui est le patron de cette boîte, nous a dit ce truc-là, ça lui a vraiment secoué la tête. Et ça veut dire qu'en parallèle, lui, il a mis beaucoup d'efforts finalement, parce qu'il pensait qu'en rentrant dans French Insurtech, ça allait lui faciliter sa levée de fonds avec les actionnaires qui étaient autour de la table, et ça n'a pas été le cas. Par contre, ça lui a ouvert finalement, il a pu faire une levée de fonds On en avec parlera. trois autres. Voilà, une belle levée de fonds, on en parle tout à l'heure. Voilà. Ok, merci Philippe. Alors voilà, ça c'est la brique accompagnement collectif. Et puis il y a une brique accompagnement individuel, hein, on vient de l'évoquer, Ouais. vous êtes parrain. Alors est-ce que je peux juste préciser, juste parce que tout à l'heure, la particularité entre le programme d'accélération du SPN et puis de French Insurtech, c'est justement cette notion de parrain. Moi, je parle beaucoup de l'accompagnement de workshops collectifs. En tant que parrain, on participe qu'à cela. Mais bien sûr, à côté, il y a l'équivalent du SPN pour nous, donc qui est Startup Palace, qui va faire du hard coaching toutes les semaines, qui va faire un accompagnement très personnalisé avec la startup. Voilà. Nous, en tant que parrain, on ne participe pas à tous ces accompagnements-là, mais ce programme, il est un peu hybride par rapport à ce qu'on connaît au SPN. L'objectif étant que nous, les parrains, on va être des formes de business angel, ou en tout cas soit des clients, parce qu'on peut être des clients, on peut être finalement, on fait du B2B avec la startup, on devient nous assureurs des clients, ou alors on va être des canaux de distribution pour la startup, ça peut être une autre manière de travailler. Donc c'est peut-être un petit peu la spécificité du programme par rapport à celui que je connais du SP. Oui, alors effectivement, tu évoques l'accompagnement individuel qui est amené par Startup Palace. C'est ça. Nous aussi, on a une brique d'accompagnement individuel qui est intense, hein, qui apporte beaucoup. C'est le déploiement, notamment d'un entrepreneur en résidence. Donc, c'est quelqu'un qui va vous rencontrer toutes les semaines, qui est un entrepreneur. Voilà. Alors, je ne vais pas trop dévoiler ce qui se passe avec l'entrepreneur en résidence, parce que là aussi, on aura une émission dédiée très bientôt. Par contre, ce qu'on propose, un peu avec votre système, comme votre système de parrain, nous, c'est un mentor. Chaque startup a son mentor. On en parlera aussi dans une émission dédiée à l'accompagnement. Je sais que Julien, il y a une belle histoire qui a déjà commencé avec ton mentor. Non, je sais que Romain, pardon. Voilà, tu me regardais, je me disais. Je vous confonds, pardon. Ouais. Non. Romain, on parlera de ton mentor dans une émission à venir, mais toi aussi, ton mentor, il a joué un rôle important dans ton accélération. C'était Stéphane Dodon, ouais. de l'UIMM Poitou-Charentes, donc Union des industries des métiers de la métallurgie. Ouais. Voilà. Comment ça s'est passé pour vous ? Il y a forcément un fit qui se fait, ou un crush qui se fait forcément. C'est carrément un crush. Non, mais je veux dire, voilà, vu qu'il est dans l'industrie et que moi je suis dans l'industrie, forcément tout de suite ça a matché. Là où il est venu tout de suite travailler, c'est sur tous les aspects business plan financier, sur le point d'équilibre, combien je vends, pour combien, c'est quoi la valeur, qu'est-ce que j'apporte comme valeur versus ça coûte combien en fait, et pourquoi c'est ce prix-là. Et donc du coup ça m'a tout de suite, je suis tout de suite allé voir la concurrence, voir combien ils vendaient, combien ça pouvait valoir. Qu'est-ce qu'on apportait en plus qui pouvait mériter un prix un peu supérieur. Et ensuite c'est voilà combien coûte l'entreprise, voilà ce qu'il faut que je fasse comme chiffre d'affaires, donc voilà combien il faut que j'en vende. Et en fait c'est vraiment le très factuel
qui m'a obligé à mettre dans les tableaux Excel, dans l'analytics, dans tout ça, et à rendre le truc concret, puisque le cash c'est concret et c'est ça qui fait vivre la boîte aussi. Et après, lui m'a mis en relation avec ces fameuses PME, ETI, en petite moyenne entreprise ou entreprise de taille intermédiaire, Les bêta-testeurs. industrielles, pour faire du bêta-test et tester le produit continuellement. Et ce qu'on fait encore aujourd'hui, puisque maintenant on est sur plus du UMM, et il m'a mis en relation après avec d'autres entreprises et on a fait d'ailleurs des workshops avec le vrai produit fini, avec des ventes derrière, avec l'UMM, Niort, Poitiers, La Rochelle, etc. quoi. Voilà. Donc une belle histoire, une belle rencontre, et puis... Qui m'a mis en réseau quoi, avec du monde en fait. Voilà. Et vous avez toujours des liens d'ailleurs. Et on a toujours des liens, bien sûr, on s'est vu là il y a 3 semaines quoi. Et on s'appelle, on regarde, voilà, alors, du coup c'est top. Et puis également, Startinov, c'est quand même des petites étapes de crash test. Parce que ça, on aime bien. Au sein d'un accélérateur, on essaye quand même de se souvenir qu'il faut toujours rester proche de son utilisateur. Et on va vous amener de manière régulière à tester votre solution, à tester votre produit. Alors on commence dès le début. On joue carte sur table. Dès le début, on vous fait pitcher pendant le kick-off devant l'écosystème, entrepreneuriat, innovation, les adhérents du SPN. Voilà. Donc toi, Romain, t'es arrivé un petit peu essoufflé pour ton kick-off. Tu peux nous dire pourquoi ? Ouais, j'arrivais juste de Paris, c'était vraiment chaud, retard du TGV, bon classique. Et heureusement, grâce à toi, t'as pris beaucoup de retard, surtout sur tous les pitchs, les uns à la suite des autres. Donc j'ai pu pitcher, tout le monde était encore là. C'était top, un peu essoufflé, mais justement avec l'adrénaline, c'est passé encore mieux. Bon, ça s'est bien passé. Non, ça s'est super bien passé et comme tu dis, c'est une super opportunité de déjà présenter son projet à tout l'écosystème qui est là, tous les partenaires, etc. Et pour le coup, c'est un premier vrai saut voilà, dans le bain et c'est challengeant aussi. Et aussi l'opportunité de rencontrer toutes ces personnes-là avec qui ensuite on vient discuter pendant la soirée, etc. Donc non, top. Et ça lance vraiment l'accélération, quoi. Ouais, c'est le début de l'accélération, Ouais, c'est une des pierres angulaires, effectivement. Ouais. Julien, toi, ton kick-off, c'était il y a 2 ans maintenant, c'était en mai 2017. Ouais. Tu t'en souviens quand même ? Ouais, je m'en souviens, et évidemment, parce que c'est quand même beaucoup de préparation, beaucoup de stress. On est un peu avec ses pairs, donc du coup, on se dit, voilà, faut qu'ils soient fiers de nous, quoi. C'est un crash test aussi, parce que on n'est absolument pas prêt. En fait, on est loin de ce que va être le pitch du démodé ou de la fin de l'accélération. Et donc, du coup, c'était stressant, mais c'était intéressant. Je suis passé en dernier aussi. Pareil, comme Romain, moi ce que j'ai vraiment apprécié le plus, c'est l'échange qu'il y a eu derrière, les premières cartes de visite, les premiers retours, ça c'était bien, mais ça tu pourrais faire ça, puis j'ai une idée, tu pourrais peut-être parler de ça. Donc ça continue en fait derrière et ça dure après au téléphone, par mail, et puis ça lance quelque chose de concret. C'est le début, le premier test, mais on enchaîne aussitôt avec le jury intermédiaire. Et donc là, le jury intermédiaire, à mi-parcours, c'est quelque chose qu'on cultive au sein du SPN. Cet effet un petit peu catharsis qui va venir vous challenger. Ça vous met une petite claque, hein, quand même. Le jury intermédiaire, vous en stressez pas mal, vous transpirez beaucoup. Romain, bienveillante. Hein, ouais, voilà, bienveillant, on essaye de rester bienveillant. Mais Romain, toi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Comment ça s'est passé ? Non, ouais, moi, c'était il y a quelques semaines. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc, effectivement, encore un petit peu plus de stress que pour le kick-off. Et encore plus pour moi parce que c'était ma première rencontre avec mon mentor, donc Julien Anselme. Il était là au jury intermédiaire et je savais que c'était la première impression qu'il allait avoir de moi, ce pitch au jury. Donc je me suis forcément mis une pression supplémentaire pour pas le décevoir et pour faire mes preuves aussi. Et sinon, c'était un exercice vraiment top et tout le monde est là avant tout pour nous aider. Donc on a beaucoup de retours, on a beaucoup de critiques, mais c'est toujours positif, c'est toujours justifié. Et derrière, ça nous permet encore de pivoter, d'améliorer le produit. Et donc non, top, à garder avec ce format, quoi. Avec ce format. Ouais, puis j'ai pu avoir Julien dans mon jury qui est passé de l'autre côté cette fois. Julien, effectivement, son jury d'évaluation, c'était il y
Il y a 2 ans. 2 ans, presque aussi, ouais. hein, c'était en juillet 2017. 2017, ouais. Début juillet 2017. Ça s'est bien passé Pareil, aussi. ouais, bah, disons que pareil, j'ai pas dit forcément, en fait, entre ce que j'ai en tête et ce que je dis, du coup, il y avait une différence entre ce que j'ai montré. Le pitch n'était pas génial, donc il y a voilà, une majorité de personnes qui se sont dit, voilà, j'ai pas tout compris ce que tu faisais, en plus c'est de l'industrie, avec du jeu, voilà, c'est quoi ce truc. Et donc, du coup, surtout, j'ai ressorti. Un besoin de revoir ce pitch, de retravailler. Du coup, le why est arrivé après, donc du coup, j'ai tout repivoté. Donc c'est vrai, enfin, j'ai tout remodifié. Et effectivement, il y avait encore du temps avant le démodé, donc du coup, c'était hyper intéressant. Donc c'était pareil, Claque Bienveillante, il m'a dit, bah voilà, en fait, t'as une super idée, mais tu le présentes très mal. Donc du coup, faut que tu refasses ça, quoi. Il faut que ce soit un petit peu. Bienveillant parce que. Mais c'est bienveillant, forcément, parce que c'est pour mieux, quoi. Voilà, dans le jury, il y a donc les partenaires, les sponsors, Ouais. la BPI, les collectivités territoriales qui sont présentes. Donc elles sont là au final pour vous faire aller toujours plus haut, toujours vous améliorer. Puis toi, t'as intégré le jury. Exactement, ouais, je suis de l'autre côté maintenant. Donc c'est- du coup c'est hyper intéressant. Donc ce qui est bien, c'est que du coup moi je vois en fait toutes les étapes par lesquelles ils sont en train de passer, et je les ai eues aussi, et donc je vois tout de suite là où il y a un truc qu'ils voient pas, ou s'ils sont vraiment sur la bonne voie, où on voit la synergie avec les équipes ou le fondateur, comment ça se passe, quoi. Donc du coup c'est hyper intéressant parce que du coup Les erreurs que t'as commises. les erreurs que j'ai commises, que je les vois faire, et donc du coup ils peuvent gagner aussi un tout petit peu de temps en disant bah tiens, ça c'est peut-être plus ça qu'il faudrait que tu fasses et peut-être moins ça. Puis ensuite l'échange qui est après aussi, parce qu'on rééchange derrière et dire bah, voilà, j'ai vu que tu avais besoin de ça, je connais quelqu'un, je peux te mettre en relation pour aller un petit peu plus vite aussi derrière, quoi. C'est vrai que les conseils que tu nous donnes, ils sont super précieux parce qu'on sait que tu étais à notre place il y a 2 ans. Ouais, voilà, Donc dedans. clairement, tu l'as vécu, et ce que tu nous dis, Ouais. c'est pas dans la théorie. Quand Ouais, tu y es ouais, passé, ouais. il y a vraiment pas longtemps. Donc Ouais. c'est top d'avoir aussi des anciens qui font partie du jury, qui sont là pour nous aider, quoi. Et tu l'as bien vécu. Et moi ouais, je l'ai mieux vécu que d'être sur l'estrade à pitch, quoi, hein, c'est clair. C'est plus facile. C'est beaucoup plus facile, ouais, c'est beaucoup plus facile. La dernière étape, le dernier dernier crash test, c'est le démodé. Alors, bon, le démodé pour Start Innov Academy, la saison, il va être planifié sur le second semestre 2019. Romain, on va voir. C'est pas encore. Ne fais pas c'est bien. peur, j'ai pas fait encore. Voilà, J'ai mais pas fait Tu vas encore. passer un été chonchon. Voilà. Très bien. Mais on va Ça demander donne à envie. Julien Ouais. comment ça s'est passé ton démodé. Donc toi, il était en septembre 2017 Oui, et il à s'est Niort. passé à la Maïf. Ouais, exactement. Ouais. Bah écoute, déjà, en fait, je pense que le plus récent, c'était la préparation. Je crois que 2 semaines avant, j'avais toujours pas choisi de fond pour mes slides. Je les préparais en vacances. Enfin, c'était l'horreur parce que j'avais pas la tête à ça, mais j'ai bossé dessus. Et après, bah écoute, je crois que c'est la première fois où j'ai fait un peu de méditation avant d'aller sur scène parce que du coup, j'étais un peu stressé. C'est à ce point-là. Ouais, alors que j'en fais jamais. Enfin, je fais de la méditation, mais j'en fais pas avant des pitchs, quoi. J'ai plus besoin maintenant. Ouais, c'était stressant parce que c'était vraiment timé, en mode pitch training, vraiment, voilà, il fallait faire court, succinct, que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, avec très peu de mots, avec juste le retour, vraiment en mode pro, quoi. Et donc, c'était hyper intéressant. Puis de se dire aussi que mon premier pitch faisait 25 minutes et là, le dernier, il m'en fait 5 et qu'il est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple et que les gens comprennent ce que je dis. Et tu te dis, ok, il s'est passé plein de trucs là. Ouais, puis avec plusieurs une mois. belle adhésion du public dans En la plus, salle. ouais, parce qu'après après le démodé, c'est vrai qu'après le pitch, on a des petits stands avec lesquels les gens peuvent venir. Et donc, moi j'avais une file d'attente et tout. Enfin, voilà, et les gens étaient super intéressés, curieux, voir ce qui se passe. J'ai récolté des cartes, des contacts, des premiers contacts. Toi, et testé. tu cherchais des bêta-testeurs. Des bêta-testeurs, moi. À la base, c'était ça. Non, je voulais pas Pas de vendre levée de forcément, fonds. pas de levée de fonds. Je voulais vendre forcément, mais je voulais surtout qu'on teste à mort le produit, puisque le produit était en. J'avais un premier prototype en juin 2017 et le démodé était en septembre de 2017. Donc du coup, j'étais encore en phase de développement de ce premier produit à tester. Donc j'ai vraiment besoin de gens qui testent quoi. Vraiment. Ouais. Et donc, voilà. quel conseil tu vas donner à Romain là pour la méditation? Ouais. Ouais, La ok. méditation avant, tu vois. Voilà. Ok. Ça c'est Je cool. commence. Ouais, voilà, ouais, bien préparé, répété, mais pas trop stressé non plus, parce qu'en fait, finalement, le pitch que je fais maintenant, Il a encore changé. Il est encore, ouais, il est pas différent, il est mieux, forcément. Il est plus travaillé, plus rodé, quoi. Mais c'est vrai que j'ai changé les slides, j'ai changé la forme, maintenant c'est une vidéo, enfin, tu vois, c'est, voilà. Mais par contre, la méthodologie que j'ai apprise, ça, c'est toujours la même. Donc, pas trop stressé, pas se mettre trop la pression.
Juste Kiffer. chill quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. chill, cool, voilà, c'est Bon. no stress quoi. Ok, Merci, je prends note de ces conseils. Toi, t'as pas encore stressé pour te Non. démoder? Non. Non, ça va. On n'a pas encore la date Ça fait le alors. temps. Il y a des petites étapes entre temps. Ouais, quand même quelques-unes, ouais. Voilà. Bon, on va aller à Porto fin mai, mais Déjà. on en parlera bientôt. Bon, voilà une accélération. On a parlé d'accompagnement collectif, on a parlé d'accompagnement individuel, de réseau de compétences, de mentors, de parrains, de crash test, de kick-off et de démodé. Mais pourquoi faire? Au final, c'est ça qui nous intéresse, nous accélérateurs, c'est ça que nos partenaires vont regarder, c'est ça que les futures startups qui pourraient candidater à nos accélérateurs regardent aussi. Aujourd'hui, Philippe, vous avez vous déjà une belle réussite après cette première saison. Tu parlais de Testamento, une levée de fonds. Oui, donc effectivement, Testamento, on a eu la chance, nous, d'être leur parrain principal. Et donc, je disais tout à l'heure que dans un des workshops, on n'avait pas pu, nous, en tout cas, investir pour leur levée de fonds. Mais que la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'en tout cas, ils ont réussi à lever 3 millions d'euros. C'est super. Donc ça, c'est génial. Et puis, moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris aussi au contact de ce type d'entrepreneur. Parce que Virgile, c'est quelqu'un où... Moi, je venais avec une école du Lean Startup, avec des startups toutes bébés. Et donc, j'avais pas rencontré des personnes qui en étaient à ce niveau-là d'entrepreneuriat. Et vraiment chapeau, parce qu'il a une capacité de résilience. C'est-à-dire que quand il nous dit au mois d'août c'était vraiment chaud, il se demandait, je pense, vraiment comment ils allaient terminer l'été. Et finalement, il a fait preuve en tout cas d'abnégation et il est resté focus. Ça, c'est un mot important aussi, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on a appris aussi de cette saison, c'est qu'en fait, ça permet finalement dans le programme d'accélération de les aider à rester focus. On dit toujours quel est ton produit, quels sont tes clients et comment tu fais du business. C'est les trois questions sur lesquelles on ne sort pas. Parce qu'à un moment, on peut vite se disperser. Et lui, en l'occurrence, comment il faisait à un moment donné son business où il allait chercher de l'argent, c'était surtout ça dont il avait besoin. Donc en fait, même s'il était dans le programme d'accélération avec nous, il a continué à faire jouer son réseau. Donc ça, c'est une belle réussite. On a quand même, avec Co-Organise également, qui est nous, on était coparrains avec IMA sur ce type de start-up. Ça leur a permis notamment de faire des tests avec des salariés, parce que ça aussi, comme on est des réseaux de plusieurs milliers de salariés, nos salariés peuvent permettre d'être des clients un peu pilotes pour faire des tests. Voilà, donc ça aussi, c'est des réussites qui permettent de tester à l'épreuve d'aidants notamment. Donc on a cherché dans nos salariés des gens qui étaient aidants, pour leur proposer de tester ce produit-là, pour avoir des retours et aider Co-Organise à faire évoluer aussi son produit dans le bon sens. Alors ça me fait plaisir que tu abordes cette notion de succès autrement aussi que par la levée de fonds. Les écosystèmes parisiens évoquent souvent le succès des startups avec les levées de fonds. On parlait tout à l'heure de sécurisation des parcours des entrepreneurs. Je ne crois pas qu'on puisse le mesurer uniquement au nombre de zéros dans l'investissement réalisé. Pour nous, ce qui compte, c'est également la survie de l'entreprise. Le time to dev, tu l'évoquais avec Testamento. Voilà, les réussites, on les mesure bien sûr, on est content. On a Hulot qui a réalisé une levée de fonds dans Startinov. On a Yuto, une start-up qu'on avait accompagnée en saison bêta. C'est des super bonnes nouvelles, on est content pour eux, mais ce qu'on aime entendre, c'est Seven Shapes qui a 7 salariés, c'est Fan Trippers qui vient de clôturer son 3e crowdfunding pour lancer le guide Londres de son guide des séries, des lieux fiction. Voilà, c'est des belles histoires comme ça qui comptent. Julien, toi, le succès, c'est comment tu le mesures? Moi, c'est assez pragmatique aussi. Tu vois, là, on a lancé un tout petit produit. En 2017, on faisait 2000 € de chiffre d'affaires, juste avec le jeu, parce que je bootstrappais, donc je faisais du conseil à côté. Ensuite, en 2018, on a fait 20 000 avec 5-6 personnes. Et là, on va faire x20 cette année sur le chiffre d'affaires. On va plutôt être sur du 400 000. Puis l'année prochaine, on va viser 1 million. Du coup, et là, on a une croissance à l'Europe derrière. Donc là, on est vraiment en train de partir sur le scale. On était dans la vallée de la mort, là on vient d'en sortir un petit peu, parce que ça commence à... Entre le moment où on est payé et le moment où tous les mois il y a l'URSSAF qui tombe, donc du coup ça il faut le payer. Donc là c'est un petit peu chaud, et on est également dans une levée de fonds aussi, nous, d'1,5 million d'euros. Voilà, c'est en cours, on est un peu dans les papiers des avocats, etc.
Donc voilà. C'est compliqué, on en parlera. Donc exactement, mais c'est super parce que le chiffre d'affaires amène la levée. Au début je voulais pas faire de levée et je fais vraiment une levée pour aller plus vite parce que ça reste de la tech et qu'on peut se faire doubler très vite aussi. Hein. C'est un peu aussi le startup tech, on peut se faire doubler très très vite. Donc faut aller vite. Et toi, Romain, Bah moi je suis encore le succès, tu vas l'attendre? Bah ouais, carrément. Tu vas aller le chercher plutôt. Ouais, on ne l'attend pas en général, on fait tout pour qu'il soit là et on mouille la chemise. Et bah déjà, je vois les premiers succès sont là. Avec, bah là, je suis en train de lancer la commercialisation de Trizy. Oui. On l'expérimente avec le Grand Angoulême, avec le Grand Poitiers, et on a des premiers retours pour avoir potentiellement des premiers clients, alors que l'offre est à peine terminée. Ouais. Donc ouais, ça Pour enclenche. rappel, on lançait Trizy, c'était en décembre, c'était il y a 4 mois. Et même pas, en janvier, en janvier, tout neuf, quoi. ouais, c'est tout neuf. Et là, on est en avril et on est en train on a fait tous les développements de la plateforme, on a validé le produit, le site, on a tout fait, on est en train de le commercialiser. Donc déjà, comme tu dis, on est allé très vite, quoi. Et on se positionne sur un secteur où pour l'instant il n'y a pas de concurrence, en tout cas il n'y a pas de produits qui font la même chose, et d'où l'importance d'aller super vite pour pas se faire doubler, quoi. C'est ça qui est Donc important. ouais, là c'est ça, pareil. Rester focus, comme disait Philippe. Ouais, ça c'est hyper important. C'est ça. Bon. Donc les apprentissages, je rejoins, c'est que nous, dans les startups qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas fait de levée de fonds, je trouve qu'une des valeurs des accélérateurs, c'est d'apprendre plus vite sur les questions essentielles. On parlait des pivots tout à l'heure, c'est aussi de faire du fail fast. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, le succès, tous les gens qui ont réussi, souvent, c'est qu'ils se sont plantés avant. Et l'accélérateur, c'est finalement de se faire planter plus vite. Parce que pour éviter la vallée de la mort ou perdre des mois en train de tourner autour d'un problème qu'on n'arrive pas à regarder en face, je trouve que la valeur des accélérateurs et peut-être ce qu'on voit moins dans la sphère parisienne, en tout cas, c'est vraiment de dire, nous, on est aussi content qu'à un moment donné, des gens, au bout de 3 mois, on leur dise, si tu continues comme ça, c'est mort. Et voilà, donc c'est ça de la valeur pour moi. Alors, on est totalement d'accord. On aura même une émission dédiée à l'échec. Génial. Le fail, justement. Ça, c'est important. Ouais, super. Bon, merci à tous les trois pour cette belle première émission. Merci pour l'animation. On va voir ce que ça va donner au montage. Mais, on garde pas si ça rend pas bien. T'inquiète pas. Juste pour nos auditeurs, si vous avez des questions sur cette émission, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis, bien sûr, on vous apportera des réponses lors de l'émission suivante. Émission suivante qui sera diffusée la semaine prochaine théoriquement et qui sera dédiée au Dublin Tech Summit, puisque le SPN a amené une délégation de start-up au Dublin Tech Summit cette édition 2019, et on vous en parlera dès la semaine prochaine. Merci à vous, et puis on espère vous voir encore plus nombreux la prochaine fois.